En 1829, dans les archives secrètes du Vatican, un document fut classé sous le sceau du silence éternel. Il portait un seul nom, Elisabetta Bellanti. Ce nom, effacé de tous les registres publics de Modène, cachait une vérité si troublante que l'Église préféra nier son existence plutôt que d'affronter les conséquences de ses révélations. Si vous m'écoutez en ce moment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et dites-moi en commentaire de quelle ville vous nous écoutez, car ce que je m'apprête à vous raconter pourrait bien avoir eu des échos dans votre propre région, des secrets que l'histoire officielle a choisi d'oublier. Mais revenons à Modène, en cette année 1829, où une jeune femme de 24 ans était sur le point de découvrir des vérités qui ébranleraient les fondements même du pouvoir ecclésiastique dans les États pontificaux. L'Italie de 1829 n'était pas encore unifiée. Modène, sous la domination du duc François IV d'Este, faisait partie de ces principautés où l'influence de l'Église catholique imprégnait chaque aspect de la vie sociale et politique. Les États pontificaux, dirigés par le pape Pie VIII, étendaient leur autorité bien au-delà des questions spirituelles, contrôlant l'éducation, la santé publique et même les affaires commerciales des régions sous leur influence. C'était une époque de tensions religieuses et politiques intenses. Les idées libérales venues de France continuaient de se répandre dans la péninsule italienne, remettant en question l'autorité absolue de l'Église. Les Carbonari, ces sociétés secrètes révolutionnaires, organisaient des révoltes contre les pouvoirs en place. Dans ce climat d'incertitude, l'Église renforçait son contrôle par tous les moyens nécessaires. Le palais Bellanti se dressait dans le quartier aristocratique de Modène, Via del Taglio, une demeure imposante construite au XVIe siècle par la famille qui avait fait fortune dans le commerce de la soie. 3 étages de pierre blonde, des fenêtres à meneaux finement ouvragées et surtout une bibliothèque familiale réputée pour abriter l'une des plus importantes collections de manuscrits religieux et historiques de la région. Elisabetta Bellanti avait grandi dans cette atmosphère de culture et de privilèges. Fille unique du comte Alessandro Bellanti et de la comtesse Caterina Farnese, elle avait reçu une éducation exceptionnelle pour une femme de son époque. Parlant couramment le latin, le français et l'allemand, elle passait ses journées dans la bibliothèque familiale, dévorant les ouvrages de théologie, d'histoire et de philosophie que son père, homme éclairé, avait rassemblés au fil des décennies. Alessandro Bellanti entretenait des relations complexes avec l'Église. Publiquement fervent catholique et mécène généreux, il questionnait en privé certaines pratiques ecclésiastiques. Cette attitude ambiguë s'expliquait par son histoire familiale. Son propre père avait été témoin de certains événements troublants impliquant le clergé local, événements dont il n'avait jamais parlé ouvertement, mais qu'il avait soigneusement documentés dans des lettres et des rapports cachés dans les archives familiales. La jeune Elisabetta menait une existence apparemment paisible, partageant son temps entre ses lectures, ses promenades dans les jardins du palais et ses œuvres de charité auprès des familles pauvres de Modène. Elle était connue pour sa beauté sombre, ses cheveux noirs comme l'ébène et ses yeux d'un vert profond qui semblaient percer les âmes. Mais c'était surtout son intelligence remarquable qui impressionnait tous ceux qui la rencontraient. L'hiver 1828 avait été particulièrement rigoureux. La neige recouvrait les toits de Modène depuis des semaines, et les habitants se réfugiaient dans leurs demeures, alimentant les rumeurs qui circulaient dans la ville comme des serpents invisibles. On parlait de miracles étranges dans certaines églises, de guérisons inexpliquées qui se produisaient toujours au moment le plus opportun pour l'Église, et de donations substantielles qui suivaient invariablement ces événements surnaturels. C'est par une soirée de février 1829 qu'Elisabetta découvrit par hasard le premier indice de ce qui allait bouleverser sa vie. Elle cherchait un ouvrage de saint Thomas d'Aquin dans la section la plus ancienne de la bibliothèque, quand elle remarqua qu'un des rayonnages semblait légèrement décalé du mur. Intriguée, elle poussa doucement les livres et découvrit un mécanisme dissimulé qui révéla un compartiment secret. À l'intérieur, soigneusement enveloppé dans de la soie noire, se trouvait
plusieurs documents que son père avait cachés là. Le premier était une lettre datée de 1812, écrite de la main de son grand-père, Giacomo Bellanti. Les mots, tracés d'une écriture tremblante, révélaient un secret terrifiant. « Mon cher Alessandro », commençait la lettre, « ce que j'ai vu cette nuit dans la crypte de San Giovanni me hante depuis des semaines. Le père Toriani et monseigneur Valdrome étaient là, avec cet homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il préparait quelque chose, mélangeant des poudres dans un calice d'argent. Quand la jeune Maria Costanza est arrivée, portée par deux hommes, j'ai compris que j'assistais à une mascarade destinée à tromper les fidèles. Ce qu'ils ont fait à cette pauvre fille pour simuler sa résurrection miraculeuse dépasse l'entendement. Je n'ose l'écrire clairement, mais sache que le miracle qui a tant impressionné notre ville n'était qu'une mise en scène orchestrée pour obtenir les donations nécessaires à la construction du nouveau séminaire. Les mains d'Elisabetta tremblaient en lisant ces lignes. Elle se souvenait parfaitement de cette histoire que l'on racontait encore à Modène. Maria Costanza, une jeune femme de 20 ans, était tombée dans un coma profond après une maladie mystérieuse. 3 jours plus tard, elle s'était miraculeusement réveillée pendant une messe célébrée pour son âme, devant une foule de fidèles émerveillés. Ce miracle avait déclenché un élan de ferveur religieuse et de générosité sans précédent dans la ville. Mais la lettre de son grand-père révélait une vérité bien différente. Le second document était encore plus troublant. Un rapport détaillé, écrit cette fois par son père Alessandro, décrivant une série d'incidents similaires survenus entre 1815 et 1825. Chaque fois, le même schéma se répétait. Une personne gravement malade, un miracle public spectaculaire, et immédiatement après, une campagne de collecte de fonds pour un projet ecclésiastique. Le troisième document était le plus accablant. Il s'agissait de la copie d'une correspondance entre monseigneur Valdrome et un certain docteur Ferdinando Ravaglia, datée de 1824. Les lettres décrivaient en détail les substances et les techniques utilisées pour provoquer des états de catalepsie temporaire, créant l'illusion de la mort, suivie d'une résurrection miraculeuse. Le docteur Ravaglia expliquait comment certaines drogues extraites de plantes pouvaient plonger une personne dans un coma si profond qu'elle paraissait morte, puis comment d'autres substances pouvaient la ramener brutalement à la conscience. Elisabetta passa la nuit entière à lire et relire ces documents, l'horreur grandissant à mesure qu'elle comprenait l'ampleur de la manipulation. L'Église locale orchestrait délibérément de faux miracles pour extorquer de l'argent aux fidèles. Pire encore, elle utilisait des personnes vulnérables, souvent des femmes pauvres, comme cobayes pour ses expérimentations, les exposant à des risques mortels pour le seul profit de l'institution religieuse. Au matin, quand elle descendit pour le petit déjeuner, son père remarqua immédiatement son trouble. Alessandro Bellanti était un homme observateur, et le visage bouleversé de sa fille ne lui échappa pas. Quand elle lui révéla sa découverte, il demeura longtemps silencieux, le regard perdu vers les jardins enneigés. « J'espérais que tu ne trouverais jamais ces documents, » murmura-t-il finalement. « Ton grand-père et moi avons porté ce secret pendant des années, sans jamais savoir comment agir. Dénoncer l'Église, c'est s'exposer à sa colère. Et tu sais comme moi que sa colère peut être terrible. » Mais Elisabetta n'était pas femme à accepter le silence complice. L'injustice qu'elle venait de découvrir brûlait en elle comme un feu dévorant. Ces familles pauvres qui se privèrent de nourriture pour donner leurs dernières pièces à l'Église, espérant gagner le salut de leurs âmes, ne méritaient-elles pas de connaître la vérité? Les semaines qui suivirent cette découverte transformèrent radicalement Elisabetta. Elle commença par mener sa propre enquête discrète, visitant les familles qui avaient été témoins des prétendus miracles. Sous prétexte d'œuvres de charité, elle se rendait dans les quartiers populaires de Modène, écoutant attentivement les récits des habitants. Ce qu'elle découvrit la glaça d'horreur. Maria Costanza, la première miraculeuse qu'avait mentionnée son grand-père, était morte 3 mois après son réveil public. Sa famille, interrogée avec précaution, révéla que la jeune femme n'avait jamais été la même après son miracle.
Elle souffrait de convulsions répétées, de perte de mémoire et de douleurs atroces. Le médecin de famille avait diagnostiqué des lésions cérébrales, probablement causées par un empoisonnement. Mais la famille n'avait jamais osé porter plainte contre l'Église. D'autres cas similaires émergèrent au fil de ses recherches. Giuseppe Montanari, un cordonnier qui avait été guéri de la cécité en 1822, était devenu fou furieux 2 ans plus tard et avait été interné dans l'asile de la ville. Sa femme confia à Elisabetta que son mari parlait sans cesse de brûlures dans les yeux et de liquide qui coulait dans sa tête la nuit de son miracle. Anna Feliciani, une jeune mère qui avait été ressuscitée en 1825 après une fausse couche, était morte dans d'atroces souffrances 6 mois plus tard. Son mari, brisé par le chagrin, avait quitté Modène en répétant à qui voulait l'entendre que l'Église avait tué sa femme 2 fois. Mais le plus troublant était l'histoire de Caterina Sforza, une fillette de 12 ans qui avait été guérie d'une maladie de peau en 1827. Elisabetta réussit à retrouver sa trace dans un couvent des environs où la fillette avait été placée après son miracle. Les religieuses lui expliquèrent que Caterina était devenue muette après son expérience et passait ses journées à dessiner obsessionnellement les mêmes images. Des hommes en robe noire, versant des liquides dans la bouche d'une femme allongée. Ces découvertes horrifièrent Elisabetta, mais elles renforcèrent aussi sa détermination. Elle commença à consigner méticuleusement tous ses témoignages dans un journal secret, croisant les informations avec les documents trouvés dans les archives familiales. Un tableau précis de la corruption ecclésiastique locale émergea peu à peu. L'organisation était remarquablement bien structurée. Monseigneur Valdrome, vicaire général du diocèse de Modène, supervisait l'opération. Le docteur Ravaglia fournissait l'expertise médicale et les substances nécessaires. Le père Toriani, curé de San Giovanni, la plus importante église de la ville, orchestrait les mises en scène publiques. Plusieurs autres prêtres et quelques notables de la ville étaient complices, recevant leur part des profits générés par ces faux miracles. L'argent collecté ne servait pas seulement aux projets officiels de l'Église. Une partie substantielle était détournée vers les comptes privés des organisateurs. Elisabetta découvrit que Monseigneur Valdrome avait acheté plusieurs propriétés à la campagne et que le docteur Ravaglia menait un train de vie bien au-dessus de ses moyens officiels. En mars 1829, Elisabetta prit une décision qui allait sceller son destin. Elle ne pouvait plus garder le silence face à tant d'injustices. Elle décida de rédiger un mémoire détaillé, exposant toute la vérité, avec preuves à l'appui, qu'elle comptait faire parvenir aux autorités civiles et à Rome même. Pendant des semaines, elle travailla jour et nuit sur son manuscrit, vérifiant chaque fait, recoupant chaque témoignage. Le document final comptait plus de 200 pages d'une écriture serrée, accompagnée de copies des lettres trouvées dans les archives familiales et de dessins représentant les substances et les instruments utilisés par le docteur Ravaglia. Son père, Alessandro, la supplia d'abandonner ce projet. « Tu ne comprends pas contre qui tu t'apprêtes à lutter », lui répétait-il. L'Église a survécu à tous les scandales, à toutes les accusations. Elle trouvera le moyen de te faire taire et nous serons tous perdus. Mais Elisabetta était déterminée. Elle avait prévu de faire parvenir des copies de son mémoire simultanément au préfet de Modène, au duc François IV et au cardinal secrétaire d'État à Rome. Elle pensait qu'en multipliant les destinataires, elle éviterait que son témoignage soit étouffé. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses allées et venues dans les quartiers populaires n'étaient pas passées inaperçues. Le père Toriani avait remarqué ces visites répétées aux familles concernées par les miracles. Des rapports discrets avaient été transmis à Monseigneur Valdrome, qui avait immédiatement compris le danger que représentait cette jeune aristocrate trop curieuse. Le 15 avril 1829, alors qu'Elisabetta mettait la dernière main à son mémoire, un événement inattendu vint bouleverser ses plans. Sa femme de chambre, Lucia Bertoni, une femme de confiance qui servait la famille depuis 15 ans, tomba subitement malade. Ses symptômes étaient étranges,
convulsions, hallucinations et périodes d'inconscience qui alternaient avec des moments de lucidité parfaite. Le médecin de famille, le docteur Emilio Casanova, était perplexe. Il n'arrivait pas à diagnostiquer la maladie de Lucia, et ses traitements habituels restaient sans effet. La pauvre femme délirait, parlant de démons qui venaient en la chercher la nuit et suppliant qu'on l'emmène à l'église pour la sauver. Elisabetta, qui s'était attachée à Lucia au fil des années, passa de longues heures à son chevet. C'est durant une de ces veilles qu'elle entendit des paroles qui la glacèrent d'effroi. Dans son délire, Lucia murmurait des détails précis sur les expériences du docteur Ravaglia, décrivant des substances et des procédures qu'elle n'aurait jamais pu connaître dans son état normal. Les gouttes brûlantes dans les yeux, gémissait-elle. Les poudres amères qui paralysent la langue, l'aiguille qui perce la nuque pour endormir l'âme. Ces descriptions correspondaient exactement aux techniques mentionnées dans les lettres secrètes du docteur Ravaglia. Une horrible suspicion germa dans l'esprit d'Elisabetta. Et si la maladie de Lucia n'était pas naturelle? Et si quelqu'un testait sur elle les mêmes substances utilisées pour les faux miracles? La coïncidence était trop troublante pour être fortuite. Elle décida de surveiller discrètement les allées et venues dans le palais familial. Ce qu'elle découvrit confirma ses pires craintes. Le docteur Casanova, qu'elle avait toujours considéré comme un homme intègre, rendait des visites nocturnes à Lucia, des visites dont il n'informait jamais la famille. Dissimulée dans un recoin du couloir, Elisabetta l'observa administrer à la malade des substances qu'il tirait d'une petite fiole de verre brun. Le lendemain, elle confronta directement le docteur Casanova. L'homme, surpris, tenta d'abord de nier, puis finit par avouer une partie de la vérité. Il était effectivement en relation avec le docteur Ravaglia et testait sur Lucia des médicaments expérimentaux censés guérir sa mystérieuse maladie. Il affirmait agir pour le bien de la patiente, mais son attitude nerveuse trahissait sa culpabilité. « Vous mentez », l'accusa Elisabetta. « Vous empoisonnez délibérément cette femme pour m'espionner, pour découvrir ce que je sais sur vos expériences monstrueuses. » Le docteur Casanova devint livide. « Mademoiselle Bellanti, balbutia-t-il, vous ne comprenez pas dans quoi vous vous engagez. Il y a des forces en jeu qui vous dépassent. Abandonnez vos recherches et tout rentrera dans l'ordre. » Cette menace à peine voilée ne fit qu'accroître la détermination d'Elisabetta. Elle comprenait maintenant que ses ennemis étaient prêts à tout pour protéger leurs secrets, y compris à empoisonner une innocente servante pour l'intimider. Elle accéléra ses préparatifs pour divulguer son mémoire. Mais les événements s'enchaînaient plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Le 20 avril, son père Alessandro fut convoqué d'urgence au palais ducal. Il revint livide, refusant d'expliquer la raison de cette convocation. Elisabetta remarqua qu'il évitait désormais son regard et semblait constamment anxieux. Le même jour, Lucia mourut dans d'atroces souffrances, ses derniers mots étant « Pardonnez-moi, mademoiselle, ils m'ont forcé. » Elisabetta comprit que sa fidèle servante avait été contrainte d'espionner ses activités avant d'être éliminée quand elle n'était plus utile. Les obsèques de Lucia furent célébrées dans la plus stricte intimité. Le père Torriani officiant personnellement, ce qui était inhabituel pour une simple domestique. Pendant la cérémonie, Elisabetta croisa le regard du prêtre et y lut une menace glacée. Il savait qu'elle savait, et elle savait qu'il savait qu'elle savait. Dès le lendemain des funérailles, des événements étranges commencèrent à se produire au palais Bellanti. Des domestiques rapportaient des bruits nocturnes inexpliqués, des portes qui s'ouvraient seules, des objets qui disparaissaient puis réapparaissaient dans des endroits inattendus. Elisabetta comprenait qu'il ne s'agissait pas de phénomènes surnaturels, mais d'une campagne d'intimidation soigneusement orchestrée. L'étau se resserrait autour d'elle, mais elle était désormais trop avancée dans sa démarche pour reculer. Son mémoire était presque terminé, et elle avait déjà identifié les personnes de confiance qui l'aideraient à le diffuser. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ses adversaires avaient également finalisé leur plan pour l'arrêter définitivement. Le 2 mai 1829,
Un événement apparemment anodin vint accélérer dramatiquement le cours des événements. Elisabetta se rendit comme chaque dimanche à la messe matinale de San Giovanni, accompagnée de ses parents. Ce jour-là, le père Toriani prononça un sermon particulièrement véhément contre les forces du mal qui tentent de corrompre la foi des fidèles. « Il existe parmi nous, déclara-t-il d'une voix tonnante, des âmes égarées qui remettent en question les miracles de notre Seigneur. Ces personnes, aveuglées par l'orgueil et manipulées par Satan lui-même, cherchent à semer le doute dans les cœurs pieux. Mais Dieu voit tout, mes frères, et sa justice s'abattra sur ceux qui osent défier ses œuvres. » Tout au long du sermon, le regard du prêtre ne quitta pas Elisabetta. Les fidèles, sentant la tension, commencèrent à tourner la tête vers la jeune femme, chuchotant entre eux. À la fin de la messe, plusieurs personnes l'évitèrent ostensiblement, comme si elle était déjà marquée par quelque malédiction. En sortant de l'église, Elisabetta fut abordée par une femme âgée qu'elle ne connaissait pas. « Mademoiselle Bellanti » chuchota la vieille dame, « méfiez-vous. On dit que vous posez trop de questions sur des sujets qui ne regardent que Dieu. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas savoir dans cette ville. » Cette mise en garde, prononcée par une inconnue, confirma à Elisabetta que sa réputation de fauteur de troubles s'était répandue bien au-delà des cercles ecclésiastiques. Elle comprenait qu'un filet invisible se tissait autour d'elle et que chacun de ses gestes était désormais épié et rapporté. Le soir même, son père la convoqua dans son bureau. Alessandro Bellanti avait vieilli de 10 ans en quelques semaines. Ses cheveux avaient blanchi et des rides profondes creusaient son visage autrefois jovial. « Elisabetta, commença-t-il d'une voix brisée, je dois te parler avec la plus grande franchise. Cet après-midi, j'ai reçu la visite de Monseigneur Valdrome. Il sait tout de tes recherches, de tes visites aux familles, et il connaît l'existence des documents que tu as trouvés dans notre bibliothèque. » Elisabetta sentit son sang se glacer, mais elle garda un visage impassible. « Comment le sait-il, père ?»« Peu importe comment, » répondit Alessandro en évitant son regard. « L'important, c'est qu'il m'a fait une proposition, ou plutôt un ultimatum. Si tu acceptes de détruire tous tes écrits et de ne plus jamais parler de cette affaire, il est disposé à oublier ton indiscrétion. Dans le cas contraire, insista Elisabetta. Son père se tourna vers la fenêtre, contemplant les jardins sombres. Dans le cas contraire, il a les moyens de prouver que tu pratiques la sorcellerie. Il possède des témoins, des preuves, des documents qui établissent que tu utilises des substances interdites pour jeter des sorts. Ta bibliothèque, tes connaissances en langues anciennes, tes visites répétées aux familles des miraculés, tout peut être retourné contre toi. » Elisabetta comprenait maintenant la stratégie de ses ennemis. Ne pouvant la faire taire par la persuasion, il s'apprêtait à utiliser l'accusation de sorcellerie, ce crime qui permettait encore d'éliminer quiconque dérangeait l'ordre établi. Les procès de sorcellerie étaient certes moins fréquents qu'au siècle précédent, mais ils existaient encore, surtout dans les régions sous forte influence ecclésiastique. « Et si je refuse de céder à ce chantage ?» demanda-t-elle. Alessandro se retourna vers sa fille, les yeux brillants de larmes contenues. « Si tu refuses, Monseigneur Valdrome lancera une procédure officielle contre toi. Il a déjà rassemblé des témoignages accablants. Le docteur Casanova affirmera que tu lui as demandé des poisons pour tes expériences occultes. Plusieurs domestiques témoigneront qu'ils t'ont vu pratiquer des rituels étranges dans ta chambre. Des familles que tu as visitées déclareront que tu leur as posé des questions suspectes sur les miracles, comme si tu voulais les pervertir. Mais tout cela est faux, s'indigna Elisabetta. Bien sûr que c'est faux, soupira son père. Mais dans un procès de sorcellerie, la vérité importe peu. Seuls comptent les apparences et les témoignages. Et Monseigneur Valdrome s'est assuré d'avoir suffisamment de témoins pour te faire condamner. » Elisabetta comprenait l'habileté diabolique de cette stratégie. En l'accusant de sorcellerie, l'Église détournerait l'attention de ses propres crimes. Elle passerait du statut de lanceuse d'alerte à celui d'hérétique dangereuse.
Ces révélations sur les faux miracles seraient présentées comme les élucubrations d'une femme possédée par le démon. « Père, dit-elle fermement, vous savez comme moi que céder à ce chantage serait non seulement lâche, mais inutile. Ces hommes ont déjà tué pour protéger leurs secrets. Ils ont empoisonné Lucia, ils ont torturé des innocents. Croyez-vous vraiment qu'ils me laisseront tranquille si je me tais? Je représente un danger permanent pour eux, et ils ne prendront pas le risque que je change d'avis plus tard. » Alessandro ne répondit pas, mais son silence équivalait à un aveu. Il savait que sa fille avait raison. Monseigneur Valdrome ne pouvait pas se permettre de laisser vivre un témoin de ses crimes, même un témoin réduit au silence. Cette nuit-là, Elisabetta ne dormit pas. Elle finalisa son mémoire et prépara plusieurs copies qu'elle dissimula dans différents endroits du palais. Elle rédigea également des lettres explicatives destinées à ses contacts à Rome et dans d'autres villes italiennes. Si elle devait mourir, au moins, la vérité lui survivrait-elle. Au matin du 3 mai, elle prit sa décision finale. Elle ne céderait pas au chantage. Elle irait jusqu'au bout de sa démarche, quelles qu'en soient les conséquences. Mais d'abord, elle devait s'assurer que ces révélations seraient diffusées, même si elle n'était plus là pour s'en occuper. Elle convoqua discrètement Matteo Fabri, un jeune clerc qui travaillait pour son père et en qui elle avait confiance. Matteo était secrètement sympathisant des idées libérales et détestait l'autoritarisme de l'église locale. Elisabetta lui remit une copie de son mémoire avec des instructions précises. Si quoi que ce soit lui arrivait, il devrait immédiatement faire parvenir le document à une liste de personnalités influentes qu'elle avait établie. Elle ignorait que cette rencontre avec Matteo avait été observée par un espion de Monseigneur Valdrome. Son sort était désormais scellé. Si vous ressentez des frissons en écoutant cette histoire, n'hésitez pas à liker cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à Elisabetta, car ce qui suit dépasse l'imagination. Et pourtant, cela s'est véritablement produit dans cette Italie du XIXe siècle où l'Église possédait encore le pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. Dans la nuit du 4 au 5 mai 1829, Elisabetta fut réveillée par des bruits inhabituels dans le couloir de sa chambre. Des pas feutrés, des chuchotements, le grincement d'une porte que l'on ouvre avec précaution. Elle se leva sans bruit et entr'ouvrit sa porte pour observer ce qui se passait. Ce qu'elle vit la figea d'horreur. Plusieurs hommes en robe noire fouillaient méthodiquement la bibliothèque familiale. À leur tête, elle reconnut la silhouette imposante de Monseigneur Valdrome. Il cherchait manifestement ses écrits, retournant chaque meuble, examinant chaque recoin. Elisabetta comprit immédiatement ce qui se passait. Ne parvenant pas à la faire céder par les menaces, ses ennemis avaient décidé de passer à l'action directe. Ils s'apprêtaient probablement à planter de fausses preuves de sorcellerie dans sa chambre pour justifier son arrestation. Elle s'habilla rapidement et attrapa le sac qu'elle avait préparé en prévision de cette éventualité. Il contenait une copie de son mémoire, quelques bijoux de valeur et les clés du pavillon d'été familial, situé à l'extérieur de la ville. Elle devait fuir immédiatement si elle voulait avoir une chance de faire connaître la vérité. Mais au moment où elle s'apprêtait à quitter sa chambre par la fenêtre donnant sur les jardins, sa porte s'ouvrit brutalement. Monseigneur Valdrome se tenait sur le seuil, accompagné de deux hommes en noir qu'elle ne reconnut pas. « Mademoiselle Bellanti », dit le prélat d'une voix glaciale, « nous devons avoir une conversation très sérieuse. »« Je n'ai rien à vous dire », répliqua Elisabetta en reculant vers la fenêtre. « Au contraire, » poursuivit Monseigneur Valdrome en s'avançant dans la chambre, « vous avez beaucoup de choses à nous expliquer. Par exemple, pourquoi vous possédez ceci ?» Il brandit une fiole de verre sombre contenant un liquide rougeâtre. « Cette substance a été trouvée dans votre bureau, mademoiselle. Il s'agit d'un poison mortel, préparé selon des recettes que seules connaissent les pratiquantes de l'art noir. Pouvez-vous expliquer sa présence chez vous ?» Elisabetta comprenait parfaitement le piège. Cette fiole avait été placée là par les intrus pour justifier son arrestation. « Vous savez très bien que cette fiole n'était pas dans mon bureau avant cette nuit, » dit-elle fermement. « Vous l'avez placée là pour me compromettre. » Le visage de Monseigneur Valdrome se durcit.
Voilà bien les paroles d'une femme possédée par l'esprit du mensonge. Mais nous avons d'autres preuves de vos pratiques sataniques. Il fit signe à un de ses acolytes, qui sortit de sous sa robe, un livre relié de cuir noir. Elisabetta reconnut immédiatement l'ouvrage. Il s'agissait d'un traité de botanique médicinale qu'elle avait consulté pour comprendre les substances utilisées par le docteur Ravaglia, mais le livre avait été modifié. De nouvelles pages y avaient été ajoutées, couvertes d'étranges symboles et de formules en latin qui n'y figuraient pas auparavant. Ce grimoire, déclara solennellement Monseigneur Valdrome, contient des invocations démoniaques et des recettes pour préparer des filtres maléfiques. Nous l'avons trouvé caché dans votre bibliothèque personnelle. Comment expliquez-vous sa présence? C'est un faux, s'écria Elisabetta. Vous avez modifié ce livre pour me compromettre. C'était un simple traité de botanique. Les serviteurs de Satan nient toujours l'évidence, répondit calmement le prélat. Mais le plus accablant reste à venir. Il fit signe au second homme qui poussa vers l'avant une silhouette tremblante qu'Elisabetta reconnut avec stupéfaction. Il s'agissait de Caterina Sforza, la fillette qui avait été miraculeusement guérie en 1827 et qui était devenue muette après son expérience. Cet enfant, annonça Monseigneur Valdrome d'une voix théâtrale, a retrouvé la parole par un miracle de la divine providence. Et les premières paroles qu'elle a prononcées ont été pour dénoncer celle qui l'avait ensorcelée. La fillette, visiblement terrorisée, regardait alternativement Elisabetta et le prélat. Ses lèvres tremblaient, et il était évident qu'on l'avait dressée à réciter un témoignage préparé. « Parle, mon enfant », ordonna doucement Monseigneur Valdrome. « Dis-nous ce que cette femme t'a fait. Elle est venue me voir au couvent. » balbutia la petite Caterina d'une voix à peine audible. « Elle m'a donné des bonbons, mais c'étaient des bonbons empoisonnés, pour m'empêcher de parler des vrais miracles. » Elisabetta sentit son cœur se briser. Cette pauvre enfant, déjà victime des expériences monstrueuses du docteur Ravaglia, était maintenant manipulée pour servir de faux témoin contre elle. Elle comprenait que toute protestation de sa part ne ferait que renforcer l'impression de culpabilité. « Maintenant, Mademoiselle Bellanti, reprit Monseigneur Valdrome, vous allez nous suivre sans résistance. Un procès canonique va s'ouvrir pour juger de vos crimes contre la foi et contre l'innocence. Si vous coopérez, si vous avouez vos fautes et dénoncez vos complices, la clémence de l'Église pourra s'exercer. Dans le cas contraire, il n'eut pas besoin de terminer sa phrase. Elisabetta connaissait le sort réservé aux sorcières non repentantes. Mais elle savait aussi que même si elle avouait des crimes qu'elle n'avait pas commis, Monseigneur Valdrome ne la laisserait pas vivre. Elle en savait trop sur ses véritables activités. « Très bien, dit-elle finalement, je vous suivrai. Mais sachez que la vérité finira par éclater, et que vos crimes seront un jour révélés au grand jour. » Monseigneur Valdrome sourit froidement. « La vérité, mademoiselle, c'est ce que l'Église décrète qu'elle est. Et l'Église a décrété que vous êtes une sorcière. » Elisabetta fut emmenée sans ménagement hors du palais familial. Ses parents, réveillés par le bruit, assistèrent impuissants à son arrestation. Son père tenta de protester, mais Monseigneur Valdrome lui rappela sèchement que toute intervention en faveur d'une sorcière pourrait être interprétée comme une complicité. La jeune femme fut conduite dans les sous-sols de l'évêché, dans une cellule humide qui n'avait pas servi depuis des décennies. Les murs suintaient d'humidité et la seule lumière provenait d'une minuscule fenêtre grillagée donnant sur une cour intérieure. Pendant 3 jours, elle fut maintenue dans l'isolement complet, sans contact avec l'extérieur. On ne lui donna que du pain et de l'eau, juste de quoi survivre. Cette période d'isolement était une technique classique pour briser la résistance psychologique des prisonniers. Le 4e jour, Monseigneur Valdrome vint personnellement l'interroger. Il était accompagné d'un greffier qui devait consigner ses réponses et d'un homme qu'il présenta comme l'expert en matière de sorcellerie, envoyé spécialement de Rome. « Mademoiselle Bellanti, » commença le prélat, « l'Église vous offre une dernière chance de racheter votre âme.
Avouez vos pratiques démoniaques, révélez l'identité de vos complices, et votre repentir sincère pourra vous valoir la miséricorde divine. Je n'ai rien à avouer, répondit fermement Elisabetta, car je n'ai commis aucun des crimes dont vous m'accusez. En revanche, j'ai beaucoup de choses à révéler sur vos propres agissements et ceux de vos complices. Le visage de Monseigneur Valdrome se durcit. Votre obstination ne fait que confirmer l'emprise que Satan exerce sur votre âme, mais nous avons les moyens de vous aider à vous en libérer. Il fit signe à l'expert romain qui s'avança vers Elisabetta. L'homme d'une maigreur cadavérique avait des yeux d'un bleu glacial qui semblait percer les âmes. « Mademoiselle, dit-il d'une voix douce qui contrastait avec son apparence inquiétante, je suis le père Augustin Torrealba, exorciste et spécialiste des possessions démoniaques. J'ai étudié votre cas avec attention, et je dois vous dire que votre situation est très préoccupante. » Il sortit de son sac plusieurs objets étranges. Des fioles contenant des liquides colorés, des instruments métalliques dont Elisabetta ne parvenait pas à identifier la fonction, et un livre couvert d'inscriptions latines. « Les marques du démon sont évidentes sur votre personne, » poursuivit le père Torrealba. « Votre refus d'avouer vos crimes, votre intelligence anormale pour une femme, votre capacité à lire le latin, tout cela indique une possession avancée. Mais nous pouvons encore vous sauver si vous acceptez de subir les rituels de purification nécessaires. » Elisabetta comprit immédiatement de quoi il retournait. Ces rituels de purification n'étaient autres que des tortures déguisées. On allait lui faire subir les mêmes traitements qu'aux victimes des faux miracles en prétendant chasser les démons de son corps. « Et si je refuse ces rituels ?» demanda-t-elle. Le père Torrealba échangea un regard avec Monseigneur Valdrome. « Dans ce cas, répondit-il tristement, nous serons contraints d'admettre que votre âme est définitivement perdue. Les autorités civiles devront alors être informées que vous représentez un danger mortel pour la communauté des fidèles. » Le chantage était clair. Accepter d'être torturé à mort sous prétexte d'exorcisme ou être livré aux autorités civiles pour être exécuté publiquement comme sorcière. Dans les deux cas, le résultat serait le même. « Je demande à voir mon père », exigea Elisabetta. « J'ai le droit de recevoir la visite de ma famille avant tout procès. » « Votre famille a été informée de votre arrestation, » répondit Monseigneur Valdrome. « Mais étant donné la nature de vos crimes, toute visite est suspendue jusqu'à ce que vous ayez été purifié de l'influence démoniaque. » Cette nuit-là, seule dans sa cellule, Elisabetta réfléchit à sa situation. Elle était parfaitement consciente que ses ennemis avaient organisé un piège parfait. Ils avaient fabriqué de fausses preuves, acheté de faux témoins et s'apprêtaient maintenant à la faire disparaître de manière légale. Mais elle n'avait pas dit son dernier mot. Elle avait confié une copie de son mémoire à Matteo Fabri, et elle espérait que le jeune homme avait eu le temps de la faire parvenir à ses destinataires. Même si elle devait mourir, la vérité sur les crimes de Monseigneur Valdrome pourrait encore éclater. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Matteo avait effectivement tenté de remplir sa mission. Mais lui aussi avait été arrêté, accusé de complicité de sorcellerie. Les copies du mémoire avaient été saisies et détruites. L'étau s'était refermé sur tous ceux qui auraient pu révéler la vérité. Le 5e jour de captivité d'Elisabetta, Monseigneur Valdrome revint la voir, accompagné cette fois de son père Alessandro. Le comte Bellanti avait l'air d'un homme brisé. Ses cheveux avaient encore blanchi et ses mains tremblèrent de façon incontrôlable. « Elisabetta, » dit-il d'une voix étranglée, « je t'en supplie, fais ce qu'ils demandent. Avoue ce qu'ils veulent que tu avoues. C'est la seule façon de sauver ta vie. »« Père, » répondit doucement la jeune femme, « vous savez comme moi que ces aveux ne me sauveront pas. Ils veulent seulement que je signe ma propre condamnation à mort. » Alessandro Bellanti se tourna vers Monseigneur Valdrome avec un regard suppliant. « Votre grandeur, vous avez promis que si elle coopérait, j'ai promis que la miséricorde de l'Église s'exercerait, » coupa sèchement le prélat. « Mais votre fille s'obstine dans le péché. Comment voulez-vous que Dieu pardonne à qui refuse de reconnaître ses fautes?
Elisabetta comprit que son père avait négocié quelque chose avec Monseigneur Valdrome, probablement en échange de sa fausse confession. Elle se doutait de ce qui avait pu être marchandé. « Père, demanda-t-elle, qu'avez-vous promis à Monseigneur Valdrome en échange de ma vie ?» Alessandro baissa les yeux, incapable de soutenir le regard de sa fille. Ce fut Monseigneur Valdrome qui répondit « Votre père a compris que votre famille possédait des documents compromettants pour l'Église. Il s'est engagé à nous remettre l'intégralité des archives familiales pour qu'elles soient purifiées de tout contenu hérétique. » Elisabetta eut un rire amer. Ainsi, même si elle mourrait, ses ennemis s'assureraient que tous les témoignages de leurs crimes soient définitivement détruits. Les lettres de son grand-père, les correspondances du docteur Ravaglia, tous les documents qui auraient pu les compromettre seraient réduits en cendres. Et en échange, poursuivit Monseigneur Valdrome, votre père conservera ses biens et son rang social. Votre famille ne sera pas inquiétée, à condition bien sûr que votre mort soit acceptée comme la juste punition d'une sorcière repentante. Le marché était clair. Elisabetta devait mourir, mais sa mort serait présentée comme un suicide par remords, épargnant ainsi l'opprobre public à sa famille. En échange, tous les documents compromettants seraient détruits, et l'affaire serait définitivement enterrée. « Je refuse », dit simplement Elisabetta. Le visage de Monseigneur Valdrome se durcit. « Dans ce cas, mademoiselle, nous procéderons différemment. Demain matin, vous serez transférée dans un couvent isolé des Apennins, où vous subirez les rituels de purification nécessaires à votre salut. Si Dieu le veut, votre âme pourra encore être sauvée. » Elisabetta savait ce que signifiait ce transfert. Elle allait être emmenée dans un lieu secret où elle pourrait être torturée et tuée sans témoin. Sa mort serait ensuite présentée comme un accident survenu pendant les exorcismes. Cette nuit-là fut la dernière qu'Elisabetta Bellanti passa dans sa cellule de l'évêché. Au matin du 6 mai 1829, elle fut effectivement transférée vers un couvent perdu dans les montagnes, à plusieurs heures de route de Modène. Le voyage se fit dans une voiture fermée, escortée par des hommes en armes. Elisabetta eut tout le temps de contempler une dernière fois les paysages de son enfance, sachant qu'elle ne les reverrait jamais. Le couvent de Santa Maria del Grassi était un bâtiment austère et isolé, perché sur un pic rocheux et entouré de forêts sombres. Les religieuses qui l'habitaient étaient toutes âgées, et leurs visages portaient l'expression résignée de celles qui avaient renoncé depuis longtemps à toute joie terrestre. Elisabetta fut enfermée dans une cellule encore plus petite que celle de l'évêché. Les murs étaient couverts de moisissures et l'humidité imprégnait tout. La fenêtre, si l'on pouvait appeler ainsi la minuscule ouverture percée dans le mur, ne laissait filtrer qu'un mince rayon de lumière. Le père Torrealba arriva 2 jours plus tard, portant avec lui sa sinistre collection d'instruments. Les rituels de purification commencèrent immédiatement. Ce qui se passa dans cette cellule durant les jours suivants dépasse l'entendement. Sous prétexte de chasser les démons, le prétendu exorciste soumit Elisabetta aux mêmes tortures qu'avaient subies les victimes des faux miracles. Elle fut empoisonnée avec des substances qui provoquaient des hallucinations terrifiantes, des convulsions douloureuses et des pertes de conscience prolongées. Pendant ces rares moments de lucidité, elle entendait le père Torrealba dicter à un scribe les progrès de l'exorcisme. Selon lui, les démons qui la possédaient résistaient avec acharnement, mais ils finiraient par être chassés par la puissance de la prière et des sacrements. Au bout d'1 semaine de ce traitement, Elisabetta était méconnaissable. Son corps amaigri portait les traces des substances corrosives qu'on lui avait administrées. Ses cheveux noirs avaient blanchi prématurément et ses yeux verts brillaient d'une lueur fiévreuse qui témoignait des dommages causés à son système nerveux. Mais son esprit restait intact. Malgré la souffrance, malgré l'isolement, elle conservait sa détermination et sa lucidité. Elle savait que ses tortionnaires espéraient qu'elle sombre dans la folie pour pouvoir présenter sa mort comme la conséquence naturelle de sa possession démoniaque. Le 15 mai 1829, après 10 jours d'exorcisme,
Le père Torrealba annonça que les démons avaient été chassés, mais que le corps d'Elisabetta était trop endommagé pour survivre. Elle mourrait dans les heures suivantes, libérée enfin de l'emprise satanique, mais victime des blessures infligées par les forces du mal. Cette version officielle fut immédiatement transmise à la famille Bellanti et aux autorités de Modène. Elisabetta était morte en odeur de sainteté, après avoir reconnu ses erreurs et accepté courageusement les souffrances nécessaires à sa purification spirituelle. En réalité, Elisabetta vécut encore 3 jours après cette annonce officielle. Trop faible pour bouger, elle gisait sur la paille humide de sa cellule, attendant une mort qui tardait à venir. Le père Torrealba, surpris par sa résistance exceptionnelle, envisagea d'accélérer le processus en lui administrant une dose finale de poison. Mais le 18 mai au matin, il trouva la cellule vide. Elisabetta Bellanti avait disparu. Les recherches menées dans tout le couvent et dans les forêts environnantes ne donnèrent aucun résultat. Comment une femme mourant empoisonnée avait-elle pu s'échapper d'une cellule fermée à clé, dans un couvent isolé au sommet d'une montagne? Le mystère reste entier à ce jour. Le père Torrealba modifia immédiatement sa version des faits. Selon lui, les démons avaient emporté le corps d'Elisabetta pour l'empêcher de recevoir une sépulture chrétienne. Cette explication, bien que troublante, fut acceptée par les autorités ecclésiastiques qui préféraient clore définitivement cette affaire embarrassante. La famille Bellanti organisa des obsèques symboliques à Modène. Le cercueil était vide, mais personne ne posa de questions. Alessandro Bellanti respecta sa part du marché. Toutes les archives familiales furent remises à Monseigneur Valdrome et brûlées publiquement au cours d'une cérémonie de purification. L'affaire Elisabetta Bellanti était officiellement close. Les faux miracles continuèrent à se produire à Modène, rapportant des sommes considérables à leurs organisateurs. Le docteur Ravaglia perfectionna ses techniques et étendit ses activités à d'autres villes. Monseigneur Valdrome fut promu à un poste important au Vatican quelques années plus tard. Mais des rumeurs persistantes circulèrent longtemps dans la région. Plusieurs témoins affirmèrent avoir aperçu une femme correspondant au signalement d'Elisabetta dans diverses villes d'Italie du Nord. Ces apparitions étaient toujours liées à des révélations troublantes sur des scandales ecclésiastiques locaux. En 1832, à Parme, un pamphlet anonyme révéla des détails précis sur des manipulations similaires à celles de Modène. L'auteur semblait connaître parfaitement les techniques du docteur Ravaglia et citait des faits que seuls les participants aux conspirations pouvaient connaître. En 1835, à Bologne, un autre document fut distribué secrètement, exposant cette fois les détournements de fonds pratiqués par des dignitaires de l'Église. Là encore, la précision des informations suggérait que l'auteur avait eu accès à des sources privilégiées. Ces révélations sporadiques cessèrent vers 1840. Elisabetta Bellanti, si c'était bien elle qui en était l'auteur, avait peut-être succombé aux séquelles des empoisonnements subis, ou avait choisi de disparaître définitivement pour échapper à ses persécuteurs. Son nom fut progressivement effacé de tous les registres officiels de Modène. Aujourd'hui, aucune trace de son existence ne subsiste dans les archives publiques. Même sa tombe familiale ne porte pas son nom. L'Église a remarquablement bien réussi son entreprise d'effacement mémoriel. Pourtant, dans les archives secrètes du Vatican, un dossier porte encore la mention Bellanti, Elisabetta, affaire classée sous le sceau du silence perpétuel. Ce dossier n'a jamais été ouvert depuis 1829 et selon les règles vaticanes, il ne le sera jamais. La vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette cellule du couvent de Santa Maria del Grassi demeure donc un mystère. Elisabetta Bellanti est-elle morte empoisonnée par ses tortionnaires? A-t-elle réussi à s'échapper pour poursuivre ailleurs son combat pour la vérité? Son corps a-t-il effectivement été emporté par des complices secrets? Une seule certitude demeure. Une jeune femme de 24 ans a découvert des vérités si dérangeantes que l'Église catholique a préféré nier son existence plutôt que d'affronter ces révélations. Et vous, que pensez-vous qu'il soit arrivé à Elisabetta Bellanti?
Croyez-vous que toute la vérité ait été révélée dans cette histoire? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette affaire. Abonnez-vous à cette chaîne pour d'autres révélations historiques troublantes et n'hésitez pas à partager cette histoire avec tous ceux qui s'intéressent aux secrets sombres de l'histoire. Car après tout, qui sait combien d'autres Elisabetta Belanti l'histoire officielle a-t-elle effacé de nos mémoires?